C'est le retour de la pause. On va continuer maintenant avec... on restera encore un moment sur le Niger, toujours avec mes deux invités, Kosigan Akwete et Marcel Agbessinou. On parle maintenant de cette réunion d'officiers de la CEDEAO qui concernait le Niger, une réunion des officiers de commandement des troupes de la force de la CEDEAO devait se tenir à Sokoto, c'est au Nigeria, mais elle n'a pas eu lieu en raison, semble-t-il, de gros soucis d'organisation. Les officiers invités ne sont jamais allés à Sokoto. Ils ont atterri à Abuja, qu'ils n'ont jamais quitté jusqu'à jeudi. Selon les informations, cela ressemble à une mauvaise organisation. Tout s'est passé comme s'il n'était pas attendu. Il n'y a donc pas eu de réunion. Certains analystes imaginaient que l'ordre de démobilisation interviendrait à ce moment-là. Considérant à côté, la réunion devait concerner le Niger. On sait que la CEDEAO était depuis un moment dans une logique d'intervention militaire, mais cette option, j'ai envie de dire qu'elle est sous le placard maintenant. Il vaut mieux que cette option soit sous le placard parce que vous savez, quelle que soit la puissance de la guerre, les ennemis un jour vont s'asseoir pour discuter des solutions devant pallier à la crise. Alors si la CEDEAO a compris aujourd'hui qu'il y a autre arme à utiliser, il y a autre moyen à utiliser pour presser les nouvelles autorités à aller aux élections et remettre le pouvoir à un ordre, peut-être à un ordre constitutionnel, il vaut mieux le faire. La guerre n'a jamais rien arrangé. Si la CEDEAO, vous allez constater que même les officiers issus des différents pays de la CEDEAO qui ont effectué le déplacement d'Abuja se sont retrouvés seulement à Abuja. Ils n'ont pas pu effectuer le déplacement sur Sokoto. Sokoto, c'est vers le nord. Et qui connaît bien le nord du Nigeria, c'est surtout ces endroits-là sont truffés de terroristes et de beaucoup d'attentats. Et donc peut-être que pour leur propre protection à eux, et peut-être... ceux qui sont chargés d'organiser aussi la rencontre à Sokoto n'ont pas peut-être eu les coudées franches pour pouvoir l'organiser. Il y a eu un peu de cacophonie, de cafouillage et donc les gens ne sont pas allés. Si c'est une manière de commencer déjà par mettre de l'eau dans leur vin et de trouver peut-être d'autres formes, d'autres stratégies de dialogue avec les nouvelles autorités, ne serait-ce que pour les amener alors à aller vers l'organisation d'une nouvelle élection pour mettre en selle de nouvelles autorités pour le Niger, alors nous tous, nous aurions gagné. Nous aurions gagné en temps, nous aurions gagné en vie humaine et surtout en moyens. Parce que si le Niger manque de moyens pour s'approvisionner en armes et en munitions, pour découdre avec les terroristes et que la CEDEAO va mettre beaucoup de moyens pour aller faire la guerre contre les nouvelles autorités, ne serait-ce que pour remettre Bazoum au pouvoir, j'ai dit, il y a beaucoup de non-sens dedans. Il vaut mieux qu'on aille à la paix, il vaut mieux qu'on aille au dialogue, et que voilà, si les officiers de la sous-région vont se réunir encore, peut-être c'est pour trouver les voies et moyens par lesquels ils peuvent contraindre les terroristes à quitter le Sahel. Parce que s'ils libèrent le Sahel, nous aussi qui sommes alors sur le littoral, nous aurions plus de paix. Et voilà, l'économie va prospérer, le développement va prendre route. D'accord. Actuellement, le fait que cette réunion n'ait pas pu se tenir fait dire à beaucoup d'ailleurs, et je l'ai dit que l'option militaire est enterrée, même si la CEDEAO n'a pas annoncé la démobilisation. Plusieurs pays qui avaient déjà réuni les troupes ont dû les démobiliser et certains pays ont même payé les primes qu'ils devaient payer à ces troupes. On a envie de dire tout ça pour ça? Mais peut-être qu'il y a des non-dits à quelque part, parce que vous n'êtes pas sans savoir que lorsque la guerre, ou bien lorsque le coup d'État a eu lieu, le 26 juillet 2023, si j'ai la bonne mémoire, sauf omission de ma part, les puissances, les grandes puissances, y compris la France, ont ôté du ton, disant qu'ils vont rétablir, ils vont venir par force rétablir les institutions et rétablir Bazoum au pouvoir. Mais c'est la première fois sous les tropiques que nous avons écouté ce langage venant d'une puissance qui n'est d'ailleurs pas la moindre, la France, exposant publiquement ses limites à la face du monde qui vont venir rétablir les Bazoum au pouvoir. Et de là,
la France a rapidement instruit la CEDEAO, d'y prendre rapidement une initiative à cet effet. Mais malheureusement, au sein de la CEDEAO, il y a des divergences d'opinion. Il y a certains qui sont réticents à aller à ce sens. Il y a d'autres qui ont privilégié d'ailleurs la voie diplomatique et la voie du dialogue. Raison pour laquelle ils se sont transportés au mi-août au niveau d'Accra, le 17 août à Accra 2023, entre les chefs d'état-major de l'espace CEDEAO. Mais vous étiez informé que moi que la réunion n'a pas pu accoucher ce qu'elle devait faire. Mais il y a de cacophonie. Il y a certains pays qui voulaient envoyer des troupes. Il y a d'autres qui ont refusé rapidement l'envoi des troupes sur un territoire étranger. Aussi, l'élément qui a aussi joué sur l'échec de l'envoi des troupes sur Niamey est qu'il y a certains putschistes de la région, que ce soit Guinée, Burkina, et Mali, Niger, ont fédéré rapidement leur énergie, leur savoir-faire. Et ils ont fait sortir une déclaration allant à ce sens que quiconque qui touche, quiconque qui intervient, quiconque qui interviendrait au niveau de Niger va rencontrer ou bien va voir le Mali sur sa route. Ce qui fait que les puissances et les pays qui ont l'initiative de passage en force ont fait volte-face, ont fait marche arrière. Aujourd'hui, si on veut aller encore sur ce terrain, je ne suis pas sûr qu'il peut toutefois avoir gain de cause. Donc Bazoum, quoi qu'on dise aujourd'hui, est délaissé par les Occidentaux et par la France qui a tant crié le rétablissement de Bazoum. Les militaires qui sont au pouvoir, ils viennent de nommer leur Premier ministre, ils viennent de mettre un gouvernement en place. Et ce gouvernement commence par faire détourner, commence par être reçu par d'autres chefs d'État de la sous-région. Donc la page de le rétablissement de Bazoum est un peu tournée. Maintenant, il appartiendra à la CEDEAO de ravaler sa salive et d'annoncer, je ne sais pas quelle communication elle va trouver pour informer l'opinion que la mission n'aura pas lieu, ou bien discrètement, elle n'a rien dit, mais tout le monde va constater. Non, vous savez, même si par voie officielle, la CEDEAO ne communiquait pas sur la démobilisation de ses troupes, le simple fait qu'elle ait choisi aussi cette voie comme je ne sais pas, moyen de règlement de ce conflit demeure une pression sur les nouvelles autorités nigériennes. Voilà. Mais il va falloir que nous écoutons un peu la voix de Aboubakar, de l'ancien chef de l'État Aboubakar, qui entre-temps a dit que selon lui, l'ère Bazoum a passé. Et que voilà, il voudrait dialoguer avec les nouvelles autorités pour trouver alors le juste milieu, afin que le pouvoir d'État retourne très vite dans les mains alors, des civils. Alors cela dit, qu'est-ce qu'il faut faire? La CEDEAO ne peut que trouver les voies et moyens par lesquels dialoguer avec les nouvelles autorités. Voilà, leur mettre la pression de vite faire toutes les étapes, devant les conduire à l'organisation de l'élection, devoir ramener un pouvoir d'ordre constitutionnel. Et cela passera aussi par la sécurité du Niger. Voilà. Il y a un travail qui est fait et un travail qui continue par être fait par les autorités militaires du Niger. La CEDEAO devrait normalement leur prêter main forte. Parce qu'il est une chose de leur mettre la pression, de les condamner d'avoir fait le putsch. Il est une autre chose de penser à la sécurité du Niger et de toute la bande sahélienne, surtout la zone des 3 frontières par lesquelles alors les djihadistes sont en train de descendre vers la côte. Il va falloir que la CEDEAO puisse trouver les moyens par lesquels ils peuvent épauler les forces nigériennes à mettre en déroute
tout ce qui est terroriste, djihadiste, pour que voilà, ils puissent organiser les élections dans la paix et sur toute l'étendue du territoire nigérien, parce que ce n'est pas la peine de faire des élections dans un pays partitionné en deux où les terroristes occupent une partie et que le pouvoir en place et quelques Nigériens vont occuper aussi une autre place. Ce n'est pas aussi bien. Il faut l'intégrité territoriale et organiser les élections pour que les voix de tous les citoyens nigériens puissent compter et que les nouvelles autorités qui seront issues de ces élections aient la légitimité populaire pour exercer les nouvelles fonctions tout en faisant autre chose, tout en conduisant le Niger vers d'autres horizons plus fructueux que ce que le Niger a connu. C'est-à-dire que faire prévaloir les intérêts du Niger sur les intérêts des multinationales. Est-ce que la CEDEAO, avec cet épisode-là, ne perd pas la face? Parce que quand on prend le Mali, normalement en février 2024, le Mali devait voter pour que Assimi Goïta passe le pouvoir, mais les élections ont été reportées. Le Burkina vient d'annoncer également que tant qu'il n'y aura pas de sécurité, il n'y aura pas d'élection. Contrairement à tout ce qui avait été discuté avec la CEDEAO, le feuilleton nigérien également vient de montrer finalement que cette institution, en tout cas dans son volet politique, est morte. Et je peux dire que... En tout cas, en agonie. Oui, non, je peux dire que la CEDEAO, au jour d'aujourd'hui, en analysant de tout près, à travers des analyses très approfondies, autour des feuilletons qu'ils ont eu à faire de par le passé et tout récemment, je peux vous dire avec certitude et assurance que cette institution sous-régionale règne mais ne gouverne plus. Elle existe sous le nom de la CEDEAO, mais n'arrivera plus à contrôler ses administrés, elle n'arriverait plus à imposer ses droits de veto à ses administrés. Parce qu'aujourd'hui, au sein de la CEDEAO même, il y a des difficultés d'organisation, il y a des difficultés entre les chefs d'État. Il y a certains qui ont opté pour la diplomatie à travers des crises que nous avons tous évoquées tout à l'heure ici. Mais ces crises n'ont jamais eu de solution appropriée jusqu'à ce jour. Aucune solution n'a été solutionnée. Aucune crise n'a été solutionnée par la CEDEAO, une institution qui est censée solutionner, trouver les voies et moyens, les sorties de crise. Plutôt, cette CEDEAO est en train d'envenimer des situations. Il y a des chefs d'État qui, en solo, à Esnilo, sortent des communiqués de guerre. C'est le cas de Tinubu, qui a oublié... Il faut rappeler que Tinubu, à lui seul, pèse 70% de la CEDEAO. Mais, en termes de finances. Donc, on ne refuse pas. Aujourd'hui, c'est lui qui ne semble plus être très chaud pour la guerre et tout le monde s'est calmé. Eh oui, mais... Parce que quand le Nigeria ne suit pas, vous avez beau vous agiter, ça ne va pas passer. Mais il a été à la résistance de son Sénat. De son Sénat, parce que le Sénat nigérien a refusé d'y faire la guerre là-bas au niveau du Niger. Et moi, selon une institution est correctement organisée, il ne suffit pas d'être chef et vouloir tout embrasser. C'est la commission de la CEDEAO qui normalement doit pondre un communiqué final d'ailleurs, en demandant effectivement qu'ils vont faire la guerre au niveau du Niger. Mais tel n'était pas le cas. C'est Tinubu seul, croyant, se basant sur son titre, son posture, je ne sais pas, du chef du président de la CEDEAO, je ne sais pas, et il a haussé le ton sur le Niger. Et il a rapidement eu en face des résistances. Il y a certains pays dont je ne vais pas dévoiler leur nom. Et ces pays ont opté directement au niveau de leur sommet là-bas. Le sommet qu'ils ont eu à faire au niveau d'Abuja. Il y a certains pays, pas moins, ils ont refusé catégoriquement l'envoi des troupes au sol nigérien. Donc je peux vous dire avec assurance que votre question que vous venez de me poser, si la CEDEAO ne perd pas sa crédibilité, effectivement,
cette crédibilité n'est plus. Même question Kosigan à côté. Est-ce que la CEDEAO ne sort pas affaiblie de cette situation? Oui, c'est vrai, parce que vous savez, la CEDEAO a perdu la face, mais bon, que la CEDEAO ne prenne pas sa place de chute pour se coucher. Il va falloir se relever. C'est parce que la CEDEAO est devenue plus la CEDEAO des chefs d'État que la CEDEAO des peuples, que parfois il y a des revers, il y a des revers. Voilà, c'est une organisation humaine. On peut accepter quelques revers, quelques fautes. Cela y va aussi des humeurs de Tinubu, le nouveau chef d'État qui est contre les coups d'État. C'est vrai, on ne peut pas applaudir les coups d'État, c'est une faute grave. C'est-à-dire qu'interrompre l'ordre constitutionnel n'est pas quelque chose, on doit dépasser ça en Afrique. Mais parfois il y a des situations qui l'amènent. Alors quand ces situations l'amènent, je crois que la charte de la CEDEAO prévoit alors des sanctions. Ce qui blesse aujourd'hui, c'est parce que la CEDEAO va au-delà de ces sanctions et ajoute d'autres qui alors punissent plus les populations que voilà les fautifs que sont les poutistes. C'est ça qui amène le problème. Par exemple, tout l'embargo qu'on a mis sur les marchandises, sur la transaction bancaire et tout, punit plus les populations que les poutistes qui alors ont toujours une marge de manœuvre pour alors se mettre pleine la poche. Alors, s'il faut peut-être alors empêcher que les nouvelles autorités aient des représentations dans les différentes instances de la CEDEAO, comme le prévoit la charte de la CEDEAO, je pense que cela est plus mieux. Et si aussi ouvrir alors rapidement un dialogue avec les nouvelles autorités pour d'abord les comprendre, oui, leur tracer peut-être un cahier de charge. Mais je dis, ces erreurs répétées de la CEDEAO nous amènent directement à des chefs d'État qui ne vont plus vouloir quitter sitôt le pouvoir. Parce que si vous prenez déjà le Burkina ou le Mali, on ne sait plus quand ces transitions vont finir. Ça, c'est sûr. On ne sait plus quand ces transitions vont finir. Parce qu'ils vont dire, OK, à cause de la sécurité, nous ne pouvons pas organiser les élections. Et ça, c'est fini là. On est bloqué. Voilà. Ça peut permettre aussi à d'autres chefs d'État qui n'ont même pas de problème de putsch ou quoi que ce soit chez eux, à rester au pouvoir et à empêcher l'alternance. Alors, la CEDEAO doit revenir en arrière, alors se remettre en cause pour voir les voies et moyens par lesquels il faut alors reconstruire cette nouvelle CEDEAO qui va prendre alors tous ces problèmes-là pour faire une mise à jour de son logiciel et alors légiférer quand il le faut, tout en tenant compte de l'intérêt général plus que ceux qui alors prennent le pouvoir. Ceux qui prennent le pouvoir aussi disent ils l'ont pris pour sauver le peuple. La CEDEAO aussi dit il veut rétablir l'ordre constitutionnel pour sauver le peuple. Là, je dis il faut alors une mise à jour. Il faut alors comment on appelle, il faut opérer beaucoup de changements au niveau de la CEDEAO. Il faut alors adopter de nouveaux tests pour pouvoir alors savoir comment légiférer, comment intervenir quand il y a putsch et surtout connaître les causes qui amènent au putsch, les empêcher pour que voilà, on ne connaisse plus de ces choses en Afrique. On va aller rapidement avec les deux derniers sujets. D'abord, nous sommes du côté de la Guinée où l'audition des parties civiles dans le procès du massacre du 28 septembre a pris fin. C'était le 28 septembre 2009, l'horreur au niveau de Conakry. Au stade du 28 septembre, au moins 157 opposants au régime du capitaine Moussa Dadis Camara, qui était alors président d'une transition. Ces 157 opposants avaient été tués par les forces de défense et de sécurité dans le stade. Au même instant, au même moment, au moins 109 femmes ont été violées et des dizaines d'autres capturées et détenues comme esclaves sexuels pendant plusieurs jours. Eh bien, c'est sur tous ces événements que la justice devait faire la lumière. Les auditions durent déjà depuis 13 mois. Au total, 106 victimes qui ont comparu devant le tribunal criminel dirigé par Ibrahima Sori Tounkara.
les organisations de défense des droits de l'homme se réjouissent car, disent-ils, c'est une étape importante qui vient d'être franchie dans la manifestation de la vérité. Marcel Agbessinou, le juriste que vous êtes certainement s'intéresse de très près à ce procès avec l'audition des parties civiles. Est-ce qu'aujourd'hui, on commence par se faire une idée de l'horreur du 28 septembre 2009? Oui, d'abord, je félicite les institutions actuelles de la Guinée-Conakry qui ont pris sur eux elles-mêmes d'installer ou bien de créer le tribunal criminel ou le tribunal militaire pour juger ces affaires. Et si vous permettez, le tribunal ou bien le tribunal criminel qui est en train de juger les affaires du 28 septembre 2009, c'est pratiquement une cour d'assises. Et si vous admettez que c'est une cour d'assises, ça va trancher des questions relatives au crime ou bien les meurtres. Et cette cour est souvent composée par des jurés, des assesseurs, des présidents, le procureur de la République. Et pour trancher définitivement, il faut un vote entre les jurés, le PR, le président, etc. Si le non domine le oui, peut-être les chefs d'accusation qui seront retenus contre les 57, ou bien les coupables peut-être seront dépourvus de base juridique. Bon, la Cour en tirera les conséquences. Mais si nous mettons au cœur de notre discussion, je peux vous dire que les auditions de la partie civile viennent d'être terminées. Les uns et les autres demanderont c'est quoi les auditions. Les auditions sont les interrogations. On interroge les gens pour la manifestation de la vérité. On confronte les gens pour la manifestation de la vérité. On documente, on va au fond. Et c'est après avoir fait ces auditions, bon, on revient à ce qu'on appelle la plaidoirie des avocats. Ça aussi, ça va prendre un peu de temps. Parce que, vous n'êtes pas ça, c'est un procès historique. Et c'est une juridiction aussi spéciale et créée à cet effet pour juger ces genres de crimes. C'est un tribunal militaire. Donc, les faits remontent en 2009. Et à l'époque là, c'est le capitaine Dadi Camara qui était l'homme fort de la Guinée-Conakry pour assumer et assurer une transition militaire. Mais ses opposants ont appelé à un meeting au stade de 28 septembre 2009 là. Les opposants ont appelé une manifestation gigantesque. Et voilà que les gens l'ont infiltré, les avaient infiltrés, et on a massacré des gens. On a massacré des gens sous l'ordre. Quoi qu'on dise aujourd'hui, c'est Dadi Camara, le capitaine d'alors, qui était le chef suprême des armées, parce qu'il était au pouvoir. Il était grand maître des ordres nationaux. Il nomme et révoque. Et c'est lui seul, à l'époque, qui peut toutefois donner des ordres. Nous, on dit souvent en armée, les jargons militaires disent que l'autorité compétente qui donne l'ordre est responsable. Mais plus loin, dans le code des militaires, on peut encore dire d'autres choses. Un subalterne qui, après avoir analysé et constaté que l'ordre donné par l'autorité compétente est un ordre illégal, lui aussi il est responsable. Mais aujourd'hui, les responsables, les torts sont partagés. 157 opposants tués. Une perte de vie, c'est trop. Jusqu'à 157. Il y a 109 femmes tuées, emprisonnées et violées. C'est une entreprise diabolique qui avait été pensée et exécutée. Oui, c'est un plan qui a été mis en branle
pour exécuter des opposants, pour exécuter tous ceux qui y prenaient part à l'époque à ces manifestations, à l'appel de l'opposition. Et on a violenté des gens, on a bastonné des gens, on a violé des femmes en public, on a violé des gens sur le stade. Et aujourd'hui, le tribunal siège pour trancher les auditions. L'audience même a duré 13 mois, comme vous venez de le dire. Et les victimes sont au nombre de 106 qui ont comparu à la barre. Et l'audience est suspendue et va reprendre le 6 décembre prochain. 6 novembre, je crois. 6 décembre. Dans mes notes, j'ai le 6 novembre. Ah, ok. Mais n'empêche, donc l'audience est suspendue pour le moment. Le temps de donner quelques laps de temps aux témoins. Dans ce genre de procès, les témoins aussi vont comparaître. Oui. Donc les témoins, peut-être à la reprise prochaine, c'est l'étape des témoins. L'audition des témoins. L'audition des témoins. On va évoluer rapidement parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Kosiga Nkwete, est-ce que ce procès, aujourd'hui, jusqu'à l'heure où nous parlons, 13 mois d'audition, c'est vrai que personnellement, moi, je n'ai pas suivi tout. J'ai suivi quelques débats. Surtout, ça a été passionnant quand Toumba passait. Est-ce qu'aujourd'hui, la vérité se dessine? La vérité est totalement dessinée et puis les auteurs doivent déjà commencer consciencieusement à tirer les leçons des bévues qu'ils ont commis. C'est des crimes. C'est-à-dire, Dadis Camara, à l'issue de tout ce procès, ce qui se dessine est ceci. Dadis Camara a été rendu peut-être fou par le pouvoir d'État et donc, arrivé à un moment, il s'est transformé en bourreau de toutes les voix discordantes, de toutes les voix qui n'allaient pas dans le sens qu'il voulait conduire la Guinée entre-temps. Sinon, comment former pratiquement 5000 militaires à Kalea et que ces 5 militaires soient alors déversés au stade du 28 septembre juste pour commettre des meurtres, des viols sur les manifestants, une manière de leur donner de leçons pour ne plus reprendre jamais de manifestations contre la junte. C'est totalement fou. C'est totalement fou. Et après, au cours du procès, voilà, il ne faut pas peut-être être un grand juriste pour comprendre que quand les auteurs et l'organisateur de tous ces crimes ont reconnu maintenant l'immensité et la gravité des faits qu'ils ont commis, ils ont voulu alors jeter tout ça sur Toumba et quelques personnes. C'est-à-dire, entre Dadis, il y a une guerre des clans. Il y a des gens qui se disaient plus proches et ont tout fait pour zigouiller beaucoup de personnes au stade du 28 septembre, ne serait-ce que pour le plaire, pour lui plaire à lui, Dadis. Toutes ces personnes aujourd'hui sont décidées à jeter tout le sort de ces choses-là, de ces crimes sur Toumba. Heureusement que tous ceux qui viennent témoigner à la barre ont pratiquement déchargé Toumba et tous ceux qui n'ont pas participé à ce crime. Et cela doit avertir tous les dirigeants des pays africains à préserver et à respecter les droits humains. C'est-à-dire, on peut ne pas aller dans le même sens que vous, on peut vous critiquer, on peut manifester contre alors les actions de votre gouvernement, mais il ne faut jamais penser à tuer, à violer, ou c'est-à-dire à faire peur par des pratiques criminelles votre peuple, puisque le pouvoir est l'émanation du peuple. Alors quand le pouvoir devient bourreau du peuple, là, ce n'est même plus bon. Ce qui s'est passé en Guinée, alors en ces périodes-là, est totalement contraire à la pratique humaine. Donc je dis que tous les Guinéens puissent tirer leçon de ce que Dadis et compagnie ont fait pour que plus jamais sur la terre guinéenne et plus jamais sur la terre africaine on puisse assister à des choses aussi barbares. Marcel Agbessino, vous pensez que ce procès va permettre d'exorciser la Guinée des démons du 28 septembre? Mais je peux dire que c'est une étape, c'est une victoire d'étape que la Guinée est en train d'inscrire sur son histoire. Parce qu'un tribunal militaire, même si il n'y a pas une victoire visible, mais il y a les militaires qui tapissent dans l'ombre, qui exécutaient
des paisibles citoyens, qui massacraient des paisibles citoyens pour faire plaire au pouvoir central, pour faire plaire à un régime, auront maintenant les cuirs au ventre. Parce que nul ne se fera comme avant. Parce que le tribunal est là, tu le fais, tu serais jugé par devant cette cour. Et en crime, il n'y a pas garant. Et le droit pénal et la responsabilité pénale est individuelle et personnelle. Tu le fais. Tu ne peux pas dire aujourd'hui que c'est telle personne qui m'a envoyé d'aller tuer. Il n'y a pas la responsabilité là, elle est individuelle. C'est pourquoi l'OICL, le grand juriste, disait, en crime, il n'y a pas garant. Et plus loin, il a encore réitéré pour dire que il y a certaines fautes par omission et par commission. Et il a dit avec la formule emblématique, qui peut, n'empêche, pêche. Donc, il urge à ce jour à nos dirigeants, à nos militaires qui sont dans les casernes, qui sont de part et d'autre, qui assument l'intégrité physique des paisibles citoyens, de revoir leur copie et de voir dans quelle mesure il peut toutefois être utile à leur population. Car la roue de l'histoire tourne. Tu le fais aujourd'hui, demain, après-demain, ça va te rattraper. Les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Ça se passe ailleurs. Et il y a des tribunaux militaires, il y a des décrets qui nomment des tribunaux militaires dans la sous-région. Ça vient peu à peu. Même si ce n'est pas une victoire telle que l'on le souhaite, mais avec l'étape là qui est en train d'être franchie en Guinée, c'est déjà un pas. Parce que Dadi Camara, il pensait qu'il était intouchable. Il est un président qui est sur le 6e continent. Il croyait être sur le Jupiter, mais il est sur la Terre. C'est le moment de réitérer, d'en appeler la conscience, le fair-play, le savoir-faire de tous ceux qui incarnent un pouvoir. Car le pouvoir saoule. On sait bien sûr que le pouvoir saoule. Mais ce n'est pas parce que le pouvoir saoule, il faut se comporter de façon animale. Il faut se comporter comme on ne reconnaît pas, on doit brimer les droits de l'homme. On doit brimer les institutions, ou bien la théorie de la séparation de pouvoir. Les gens confondent la vitesse et précipitation. D'accord, messieurs. On va passer au dernier sujet, ce sera le Togo. On parle maintenant de sécurité routière. Les autorités de la sécurité, de la protection civile se réjouissent un peu des chiffres, même s'il y a toujours des morts sur les routes. Selon les derniers chiffres publiés par la police nationale, le bilan des accidents de la route au 3e trimestre de 2023 s'élève à 117 décès. Alors, c'est des chiffres tragiques, bien évidemment, mais la statistique marque notamment une baisse notable de près de 20% par rapport aux 145 morts du trimestre précédent, c'est-à-dire le 2e trimestre, et l'amélioration a été portée par de nouvelles mesures. Alors, dans les détails, le Togo a connu en moyenne 18 accidents par jour, entraînant la mort de 2 personnes et causant des blessures à 26 autres. La tendance est également que la moyenne mensuelle des décès au début de l'année était de 47. Elle est tombée à 37 ces derniers mois, avec seulement 13 décès enregistrés en septembre 2023. Conséquent, à côté, il y a toujours des morts sur la route, mais les autorités sécuritaires, on se rappelle, ont pris des mesures draconiennes qui ont même été difficilement acceptées par les populations, mais les chiffres parlent, ces mesures portent leurs fruits. C'est vrai que la route continue par tuer au Togo. Bon, pour le moment, les autorités chargées de la sécurité sont en train de travailler, de lutter, de sensibiliser alors tous les usagers de la route à se préserver des accidents en portant les casques. Alors je pense que c'est cette nouvelle mesure qui demande à les 2 personnes qui sont transportées par une moto de porter des casques, ouais, qui a favorisé alors le rabais de ces chiffres. C'est vrai que entre temps ce n'est que celui qui conduisait la moto qui portait les casques. Aujourd'hui, même celui qui est remorqué, le passager, ouais, a l'obligation de porter du casque. Et comme ça, quand un accident survient, les 2 au moins ont la tête
protégés. Parce que souvent, les cas d'accident qui entraînent à la mort, c'est surtout ceux qui alors ont des problèmes de traumatisme crânien ou qui alors ont peut-être des hémorragies internes au niveau de la tête ou qui vraiment ont des plaies béantes au niveau de la tête qui leur fait perdre beaucoup de sang et la mort s'en souvient. Si aujourd'hui il y a une baisse de 2%, de 2%, 20%. De 20%. Alors sur les décès constatés sur les routes, je pense que cet apport ou cette réforme qui passe par le port de casque des 2 passagers sur la moto et qui aussi alors interdit aux motocyclistes de porter plus de 2 personnes sur la moto. Parce qu'avant, les gens portaient 2 ou 3 personnes et que c'est que le conducteur qui avait le casque. D'autres pas, même le conducteur aussi ne portait pas de casque. Mais maintenant, sur toutes les routes du Togo, que ce soit à l'intérieur ou à Lomé, tout le monde est habitué à porter les casques, cela sauve des vies. Que vivement tous les usagers de la route alors puissent mettre en pratique le code de la route et que surtout chacun à son niveau alors prenne goût à la patience. Puisque la conduite, c'est des décisions, c'est la prise des décisions. Plus vous prenez des décisions hâtives, vous avez plus de chances à commettre des accidents. Alors, si vous pouvez accepter, perdre parfois votre priorité à l'avantage d'un autre, ce n'est que peut-être 1 minute ou quelques secondes de perdu. Mais ce qui est sûr, vous allez arriver à bon port. Okay. Mais pour cette histoire de je vais aller très vite, je ne vais pas respecter les feux tricolores, je ne vais pas respecter le code de la route et tout, amène inexorablement à la mort. Vous savez, nous autres usagers de la route, nous avons notre part de responsabilité. C'est respecter alors les feux tricolores, c'est respecter le code de la route, c'est aussi avoir beaucoup de patience. La patience. Parfois, tout ce qui amène des accidents, vous allez constater que ce n'est que cet empressement, cette volonté d'aller plus vite que l'autre, ou de passer devant lui, sans tenir compte de la distance. Surtout, parfois vous allez constater qu'il y a des motocyclistes qui sont peut-être à votre droite, et subitement, sans clignotant, alors traversent et passent à gauche, comme si vous ne circulez pas. Tout ça amène des accidents. Et parfois, nous trouvons les DSR, les forces de défense qui portent les habits DSR, je pense, direction de sécurité routière. On les accable de tous les insultes, mais moi je dis, ils sont plutôt des sauveurs de vie. Parce que c'est des gens qui sensibilisent, c'est des gens qui parfois vont peut-être jusqu'à punir les gens en les verbalisant et tout. Mais tout ça là, moi je dis, si vous payez peut-être, si on vous verbalise et que vous payez et que vous restez en vie, c'est mieux qu'on vous laisse dans l'erreur et que vous perdez la vie. Prenez peut-être les taximens qui roulent sans permis, sans assurance. Quand on arraisonne ces véhicules-là, c'est vrai, ça fait mal au conducteur parce qu'il va débourser des sous pour aller faire assurance, la visite technique et venir payer aussi le droit de fourrière. Mais tout ça là, alors sauve des vies. Parce qu'à terme, si on faisait accident, il n'y a même pas de l'assurance. Si, le conducteur n'a pas de permis. Alors, tout ça là va amener quoi? Amène la mort. Donc, vivement que nous tous, nous pratiquons le code de la route. Je pense que prochainement, on va leur demander leur permis de conduire avant de monter dans les taxis. Marcel Agbessinou, cette baisse-là, vous saluez ces chiffres? Oui, je salue l'initiative gouvernementale et je salue les acteurs qui l'ont initiée et je salue le gouvernement en général parce que si vous gouvernez, vous devez gouverner qui? Vous devez gouverner les hommes et non les animaux. Et ces hommes doivent être en vie afin d'assujettir leurs taxes et impôts pour la bonne marche des activités du pays. Et ceci étant, je voudrais aller rapidement sur le terrain de la mesure qui a été prise par le gouvernement à travers le ministre sectoriel et son DG de la police
Et la mesure en soi n'est pas une mesure mauvaise. N'est pas une mesure mauvaise. Et d'ailleurs aussi, ce n'est pas aussi une panacée. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire que ce n'est pas la solution définitive. Si nous regardons dans le pays les activités quotidiennes, les revenus quotidiens, je peux dire que bon, c'est bon d'acheter des casques à 4500 pour ces enfants qui vont à l'école. Nous sommes en période de la rentrée et d'ailleurs nous sommes en plein pied de la rentrée. Et les enfants, il y a certains parents qui ont 2 enfants, 3 enfants, majeurs, émancipés. Vous pensez que on va trouver les 4 000, 5 000, 6 000 là où? Bon, si vous voulez prendre la moto, vous êtes obligé parce que leur vie n'a pas de prix non plus. Raison pour laquelle, au niveau, au soir même de cette mesure, la mesure a eu 2 difficultés sur toute l'étendue du territoire national. Comme toute réforme d'ailleurs. Cara qui a été considéré souvent comme une chasse gardée pour le régime, et il n'y a aucune manifestation politique ou bien publique. Mais les gens l'ont, les émigrants de Cara, aidés par d'autres personnes, ont fait des manifestations spontanées. Que moi je peux dire que des émeutes. Sauf qu'il n'y a pas de dégradation ou bien de braquage ou bien ils ne s'attaquaient pas au bien public. Pas de vandalisme. Voilà, il n'y a pas de vandalisme, il n'y a pas d'acte de vandalisme. Mais je peux dire que le gouvernement doit encore aller plus loin pour voir s'il n'y a pas d'autres mesures palliatives pour donner un temps soit peu, pour donner quelques souffles aux paisibles populations. Vous savez, sur ça, moi je ne suis pas d'accord avec vous. J'ai eu à le dire. Je suis d'accord. Pas de prix. La vie n'a pas de prix. Si vous n'êtes pas en mesure d'acheter un casque, ne prenez pas de moto. Prenez un transport en commun. Prenez un taxi. C'est aussi simple que ça. Mais il n'y a pas le transport en commun partout sur tout le terrain. Sur toute l'étendue du territoire national, autant pour moi. Une personne qui a un Android en main, qui l'a acheté à 40, 50, 60 000, qui va me dire que 5 000 francs, 6 000, 8 000 pour acheter un casque, c'est de la mer. Mais peut-être que le portable, le projet du portable, on a mûri avant de l'acheter. Alors qu'il mûrit en sa moto et qu'il achète un casque. Mais ce que je dis, la mesure en soi n'est pas mauvaise. Ouais. L'application aussi n'est pas aussi mauvaise. Mais moi, j'en appelle au ministre et le DG sectoriel d'aller voir un peu, parce qu'il y a certaines forces de l'ordre qui sont placées sur nos voies. Ils courent derrière les gens qui n'ont pas porté de casque. Ça aussi, ça entrave d'autres préjudices. Oui, normal, donc, pour terminer, je peux vous dire, je voudrais lancer un appel à la population que la vie n'a pas de photocopie. C'est seule la vie qui n'a pas de photocopie. On va dire qu'on garde l'original à la maison et on sort avec photocopie. Sur nos routes, nous devons être patients, prudents et responsables. Et je termine en disant que nous sommes presque en période de fête de fin d'année et qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent souvent. Nous devons être conscients, responsables, comme je viens de le dire, sages, et en respectant aussi les codes de Rousseau. Je ne maîtrise pas trop les codes de Rousseau, mais au moins si le feu rouge s'allume, les feux tricolores et le rouge s'allume, nous devons nous arrêter. Pas la violation, pas de violer les feux. Ouais, rapidement, Kosiga à côté, c'est vrai que les autorités de la sécurité routière ont pris beaucoup de mesures et on salue cela. Mais il y a aussi il y a tous ces nouveaux engins qui sont là, notamment les tricycles qui abondent et qui sont aussi accidentogènes. Je sais que un conseil des ministres récemment, la sécurité routière est revenue plusieurs fois. Il faut véritablement encadrer ce secteur-là. Je crois que le gouvernement a pris le pas sur toutes ces situations, toutes des mesures idoines sont en train d'être prises. La fois dernière, suite au conseil des ministres, il y a un projet où il y a un décret qui est pris pour réglementer alors l'usage de ces tricycles-là, où on leur demande de prendre un agrément près du ministère des Transports
pour prendre un agrément, il faut respecter tout un arsenal de choses telles que l'assurance, le permis de conduire, et puis connaître les droits et vos droits et tout. Donc je pense que l'État légifère déjà met de l'ordre déjà dans ce secteur-là, vivement que ceux qui sont dans le secteur puissent accompagner l'État à mettre de l'ordre, et que tout le monde alors respecte alors à la lettre les instructions de l'État et les dispositions prises pour que et les usagers et les transporteurs puissent alors être en sécurité et vivre du fruit de leur travail. Voilà, merci beaucoup Kosigan Akwete d'être passé dans cette émission. Merci Sam et bon samedi à tous les téléspectateurs de Niwa TV. Merci Marcel Agbessinou. Bon, merci à toi Sam, et c'est avec réel plaisir que je quitte ce débat tête haute, et nous encourageons nos frères, nos sœurs et nos aînés togolais à persévérer. Pas encore trop tard pour mieux faire. Merci beaucoup. Merci à tous d'être restés avec nous. On se donne rendez-vous le samedi prochain sur cette même antenne.